Au Gabon, au lendemain du coup d'État avorté, les Gabonais expriment leur état d'âme. Nombre d'entre eux disent comprendre le message des auteurs de cet acte qui prônent le changement. Le président sud-africain et son prédécesseur rivaux au sein du Congrès national africain ont présenté un front uni mardi. C'était lors du 107e anniversaire de leur formation en amont des élections législatives prévues en mai. En Afrique du Sud, Manuel Chang, ancien ministre des Finances du Mozambique, comparaît devant un tribunal de Johannesburg. L'homme sollicite sa remise en liberté immédiate. C'est là l'essentiel à développer dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa et son prédécesseur Jacob Zuma, rivaux au sein du Congrès national africain, ont présenté un front uni mardi. C'était lors du 107e anniversaire de leur formation en amont des élections législatives prévues pour le mois de mai 2019. Reportage. Cyril Ramaphosa et Jacob Zuma étaient côte à côte, assis à l'occasion de deux événements organisés dans la province du KwaZulu-Natal. Mais qui serait surpris que ce rapprochement apparent soit en vue des élections législatives de mai? L'ANC, qui domine la vie politique en Afrique du Sud depuis la fin officielle du régime de l'apartheid en 1994, aborde les élections générales de mai 2019 en position difficile. Le parti est profondément divisé entre les pros et les anti-Zuma. Le KwaZulu-Natal, le KZN, comme l'appellent certains, est plus uni qu'il ne l'a jamais été. Nous tenons à vous applaudir. Vous avez également réussi à réunir les dirigeants du Congrès national africain. Je m'en réjouis. Nous sommes également ici, travaillant avec notre ancien président, montrant un véritable visage d'unité auquel nous sommes tous les deux attachés. Vous m'avez passé le témoin. Je tiens ce témoin et je vais courir cette course avec les membres du comité exécutif national. Nous allons faire une bonne course. Vous serez fiers de nous. Nous travaillerons à réaliser les idées de notre mouvement glorieux. Nous veillerons à faire de notre pays un grand pays, tout en continuant à faire grandir l'Afrique du Sud ensemble. Selon un sondage Ipsos, l'ANC devrait parvenir à conserver le pouvoir cette année. Le parti de feu Nelson Mandela est crédité d'environ 61% des suffrages. Les Sud-Africains sont appelés à élire en mai les députés et les membres des assemblées régionales. Le président de la République sera, lui, élu au suffrage universel indirect par les députés. Toujours en Afrique du Sud, Manuel Chang, ancien ministre des Finances de Mozambique, comparaît devant un tribunal de Johannesburg. L'homme sollicite toutefois sa remise en liberté immédiate. L'ex-ministre mozambicain des Finances a été arrêté la semaine dernière en Afrique du Sud sur ordre de la justice américaine. C'est dans le cadre du scandale dit de la dette cachée de son pays. L'homme qui a comparu mardi en Afrique du Sud a, à l'occasion, sollicité sa remise en liberté immédiate. Âgé de 63 ans, Manuel Chang a été arrêté le 29 décembre à l'aéroport de Johannesburg après sa mise en cause par la justice américaine. Il y est accusé de conspiration à des fins d'escroquerie en ligne, fraude aux assurances et blanchiment d'argent pour avoir autorisé en 2013-2014 des entreprises publiques à contracter des prêts secrets qui ont plongé le Mozambique dans la crise financière. Selon l'acte d'accusation de la justice américaine, ces prêts ont été l'occasion de verser 50 millions de dollars de pots de vin. Ces prêts ont précipité le Mozambique dans sa pire crise financière. Outre Manuel Chang, 4 autres suspects ont été arrêtés le mois dernier dans le cadre de cette enquête, dont 3 anciens banquiers du Crédit Suisse à Londres qui ont depuis été remis en liberté sous caution. Tous risquent une extradition vers les États-Unis. Le parquet général mozambicain a ouvert sa propre enquête sur le dossier. Il a révélé lundi avoir engagé des poursuites contre 18 personnes sans donner leur nom. Des centaines de manifestants ont tenu mardi un rassemblement pour les martyrs dans une ville de l'Est soudanais où plusieurs personnes ont été tuées lors des rassemblements antigouvernementaux. C'est bien sûr lors des protestations. L'ex-ministre mozambicain des Finances a été
sa propre enquête sur le dossier. Il a révélé lundi avoir engagé des poursuites contre 18 personnes sans donner leur nom. Des centaines de manifestants ont tenu mardi un rassemblement pour les martyrs dans une ville de l'Est du Soudan où plusieurs personnes ont été tuées lors des protestations antigouvernementales le mois dernier. C'est bien sûr des informations rapportées par les témoins qui ont assisté à ces protestations. Mardi, le marché principal a fermé et les manifestants rassemblés dans le centre-ville du Soudan ont scandé « Paix, justice, liberté et la révolution est le choix du peuple ». Cette fois encore, la police a tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants qui se préparaient à marcher en direction du siège du conseil local. Certains protestataires ont toutefois réussi à pénétrer dans l'enceinte du bâtiment et l'un d'eux a lu le texte d'une pétition réclamant le départ du président Omar el-Béchir. En plein marasme économique, le Soudan est en proie depuis le 19 décembre à un mouvement de contestation provoqué par la hausse du prix du pain et les pénuries. 19 personnes au moins, dont 2 membres des forces de sécurité, ont été tuées durant les manifestations, selon les autorités. Pendant ce temps, Amnesty International a fait état de la mort de 37 manifestants et l'ONU a appelé à une enquête indépendante. Ces manifestations pour dénoncer la cherté de la vie se sont transformées en un mouvement contre le régime d'Omar el-Béchir, au pouvoir depuis 1989. Plus de 800 manifestants ont déjà été arrêtés depuis le début du mouvement de contestation. Au lendemain de la tentative de coup d'État avortée par les membres de la garde républicaine à Libreville, les Gabonais expriment leur état d'âme. Nombre d'entre eux disent comprendre le message des responsables qui prônent le changement. Il faut rappeler toutefois que les autorités gabonaises se sont rendues au siège de la radio-télévision. Reportage. Je peux dire un embarras, ils sont embarrassés au fait, la population est embarrassée et elle se fait voir par les corps habillés. On en a marre de rester dans le doute, l'incertitude, vous comprenez, et nous attendons tous les réponses exactes de notre président s'il est encore apte à assumer ses rôles. Parce que nous avons l'impression que nous sommes en prison, nous sommes embrigadés dans notre propre pays, nous n'avons pas de mots à dire, nous ne sommes pas libres, nous sommes en prison. Et ce qu'on a vu hier, ce sont des choses vraiment que beaucoup de gens pensent, mais parce qu'ils n'ont pas de moyens de le faire. C'est malheureux. Toutes les institutions internationales, l'ONU en particulier, condamnent cela. Nous sommes dans un pays beaucoup plus démocratique et nous voulons bien que la démocratie s'exprime par les urnes. En République démocratique du Congo, les Congolais attendent toujours le résultat de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier. La commission électorale nationale, quant à elle, avait annoncé dimanche qu'elle faisait durer l'attente avant de proclamer le nom du successeur du président Joseph Kabila. Une situation qui suscite notamment la peur et l'inquiétude au sein de la population. L'interminable attente du résultat de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo se poursuit. À Kinshasa, la vie est normale en apparence, les boutiques ouvrent, les écoles aussi. La circulation tourne aux embouteillages aux heures de pointe sous le contrôle débonnaire des policiers qui font ce qu'ils peuvent pour fluidifier le trafic au carrefour névralgique. À part eux, aucun déploiement particulier des forces de sécurité en attendant le verdict des urnes. À Bandal, quartier populaire et branché du centre de Kinshasa, la peur se mêle à l'inquiétude. Une autorité indépendante, représentant une république, vous dit dans 48 heures vous aurez des résultats. Il reporte en une semaine. Après une semaine, on a encore reporté à 14 jours. Et après, bref, on nous dit on n'est pas encore sûr dans un délai X. À ce moment-là, on ne sait plus vous faire confiance. À Lubumbashi, la deuxième ville du pays, à 2 heures d'avion de Kinshasa, la scène de vie quotidienne est tout aussi ordinaire. En attendant l'annonce du verdict de la CENI, d'aucuns assurent qu'ils vont descendre dans la rue pour exprimer leur colère en cas de publication des résultats non conformes à la vérité des urnes. En 2006 et en 2011, la proclamation de la victoire du président Joseph Kabila s'était soldée par un cycle protestation et répression et à la mort de plusieurs dizaines de personnes à Kinshasa.
Et toujours en lien avec cette élection, le parti historique de l'opposition a déclaré mardi que son candidat Félix Tshisekedi était pressenti gagnant de l'élection présidentielle. L'UDPS a également souhaité une rencontre entre ce dernier et le président Joseph Kabila. Plus de précisions à travers ces images. Selon l'UDPS, Félix Tshisekedi est pressenti pour remporter l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. La formation l'a fait savoir à travers une déclaration faite ce mardi par son secrétaire général Jean-Marc Kabonde. Le parti s'est également prononcé par rapport aux rumeurs faisant état de rapprochement entre le président sortant Joseph Kabila et son candidat Félix Tshisekedi. Selon l'UDPS, un tel rapprochement s'inscrit dans la logique de la réconciliation nationale, estimant que les deux personnalités ont intérêt à se rencontrer pour préparer la passation pacifique et civilisée du pouvoir. Le parti historique de l'opposition en RDC s'oppose à toute politique de règlement de compte et de chasse à l'homme. Des rumeurs d'un rapprochement entre l'UDPS et la présidence Kabila au détriment de l'autre opposant et candidat à la présidentielle Martin Fayulu avaient déjà filtré dans le journal belge Le Soir. Dans un entretien avec le journal, Félix Tshisekedi a déclaré au sujet du président Kabila qu'il est évident qu'il pourra vivre tranquillement dans son pays, vaquer à ses occupations et n'a rien à craindre s'il quitte le pouvoir. L'UDPS a également mis en garde la commission électorale contre toute conspiration qui modifierait le vote du peuple. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a reconnu que l'armée essuyait des revers dans sa lutte contre le groupe djihadiste Boko Haram qui a lancé de nouvelles attaques dans le nord-est du pays. Le chef de l'État élu en 2015 sur la promesse de mettre un terme à l'insurrection islamiste a fait cette déclaration alors qu'il s'apprête à briguer un deuxième mandat en février. Muhammadu Buhari, qui a longtemps répété que Boko Haram était pratiquement vaincu, est revenu sur ses allégations. Le président nigérian a reconnu que l'armée essuyait des revers dans sa lutte contre le groupe djihadiste qui a lancé de nouvelles attaques dans le nord-est. En effet, une vague d'attaques est survenue depuis quelques mois, notamment contre des bases militaires dans cette région du pays. Une situation qui risque de fragiliser le président Buhari, élu en 2015 sur la promesse de mettre un terme à l'insurrection islamiste et qui s'apprête à briguer un deuxième mandat en février. Dans une interview enregistrée, diffusée tard lundi soir sur la chaîne de télévision Erez TV, le président Buhari a également estimé juste les plaintes des soldats qui dénoncent le fait d'être moins bien équipés que les djihadistes et de ne pas avoir le moral, notamment à cause des rotations des troupes qui ne sont pas suffisantes et à cause d'un manque de soutien. Sur ce point, il a assuré que des efforts étaient déployés pour résoudre le problème. Le chef de l'État nigérian a également fait valoir qu'il était difficile de faire face avec des moyens conventionnels aux raids et aux attentats suicides de Boko Haram. La ville de Grand Popo a abrité le 8 janvier dernier l'édition 2019 de la Journée nationale des tortues marines, une occasion de plus pour sensibiliser les populations adultes comme enfants sur la protection de cette espèce en voie de disparition. Les festivités ont commencé par une caravane dans la ville de Grand Popo. Les tortues marines, longtemps consommées par les populations, se trouvent aujourd'hui intégralement protégées par la loi au Bénin. Pour des raisons diverses, la sauvegarde de cette espèce est dans l'intérêt du développement de la nation. Nous, on a la chance d'avoir ces espèces dans notre pays, mais le mieux, c'est de les protéger pour pouvoir permettre de faire du tourisme. Parce que si on a ces espèces, les touristes vont venir pour visiter. C'est pour ça que vous allez constater qu'il y a la présence de certains touristes qui sont là. Ça veut dire que ces gens-là vont nous ramener de l'argent. Donc le mieux, c'est de protéger ces espèces-là pour pouvoir profiter. Il est aujourd'hui question d'aller au-delà de la sensibilisation. C'est que chacun doit jouer son rôle tel que c'est prévu par la loi. Mais si par exemple, on arrête quelqu'un qui a tué une espèce protégée et que déjà ceux qui l'arrêtent font déjà du sentimentalisme, le juge ou le magistrat qui doit juger l'affaire et autres n'est pas là pour constater si les PV sont mal faits, si les PV ne respectent pas la déontologie ou ne respectent pas les règles, c'est que le juge, il ne peut pas faire autrement. Suite à l'invitation aux populations de prendre conscience, les éco-gardes ont procédé au lâcher en mer de dizaines de bébés tortues.
Ils devront affronter de multiples obstacles pour survivre dans cette jungle marine. Voilà, c'est sur cette note que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité sur SICA, c'est dans un court instant. Restez donc en notre compagnie. Au revoir.